Dans une tribune, vous dites qu'il y aura un avant et un après Tariq Ramadan dans la communauté musulmane. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? Je pense que l'affaire Tariq Ramadan est à la France ce que l'affaire O.J. Simpson était aux États-Unis. O.J. Simpson, c'était un sportif extrêmement connu, extrêmement renommé aux États-Unis, que blanc comme noir, tout le monde adorait. C'est le premier sportif noir à être apparu dans des publicités, dans des spots publicitaires destinés à des blancs. Donc c'était incroyable. Et puis là arrive le moment où il tue sa femme, enfin supposément, puisque le procès du coup il a été déclaré innocent, où il tue sa femme et son amant. Et là ça a complètement divisé l'Amérique entre les noirs et les blancs, et les noirs, y compris les femmes noires. Donc les femmes noires qui sont à la fois femmes et noires. La question se pose de qu'est-ce qu'elles soutiennent. Elles soutiennent la cause des femmes, et donc est-ce qu'elles sont contre les féminicides, le fait de tuer des femmes parce qu'elles sont femmes, ou est-ce qu'elles soutiennent la cause des noirs et elles sont contre le fait que finalement l'Amérique blanche est en train de juger un de leurs frères noirs, qu'elle le veuille peu ou prou, avec les instruments de la domination du système judiciaire qui est complètement biaisé aux États-Unis, comme il est en France et comme dans à peu près tous les systèmes du monde. Donc se pose la question comme ça aux États-Unis, et en France pour moi c'est à peu près similaire, sauf que Tariq Ramadan, lui, il était détesté des Blancs. Il était détesté de la société dominante, à quelques exceptions près, d'extrême gauche, de penseurs, d'intellectuels. Il était persona non grata. Du coup, Tariq Ramadan, il s'est toujours exprimé. Il a été vu peu ou prou comme étant un représentant de la communauté musulmane. Parce qu'il n'était pas comme d'autres personnes qui s'exprimaient sur les plateaux, qui parlaient un français extrêmement approximatif, ou qui étaient dans une logique apologétique en disant oui, je vous suis, et qui disaient amen à des politiques qui étaient discriminantes. Lui, c'est toujours engagé. Et historiquement, en fait, il arrive dans un désert de la représentation. Je pense qu'on ne peut pas comprendre l'affaire Tariq Ramadan si on ne comprend pas le déficit, j'allais dire, on se retrouve dans la situation les musulmans d'Europe étaient orphelins avant que Tariq Ramadan arrive. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune figure européenne qui parlait correctement le français, qui avait un capital culturel, qui avait une certaine prestance, qui avait une certaine éloquence au moment où lui, Tariq Ramadan. Il n'y avait personne. Donc il y a cette espèce comme ça d'arrivée presque prophétique au sens sociologique du terme de Tariq Ramadan. Et là, lui, il s'en prend, il se mange tous les bâtons de la société dominante, parce que le discours qui est de dire on peut être musulman et citoyen sans avoir à s'excuser d'être l'un ou l'autre, à ce moment-là, il passe pas. Il passe pas du tout, en fait. Et donc, il y a plein de personnes qui se sont identifiées à lui, et qui sont d'autant plus identifiées à lui qu'il était minorisé, qu'il était dominé dans un champ de dominants, un peu comme la situation des Maghrébins de France, qui sont des dominés, mais dans un pays dominant, puisque la France est dominante comparée au reste du monde. Donc il y a ce qu'on appelle une homologie de position ou un effet miroir. Il s'identifie parce que lui est discriminé comme eux sont discriminés. Et là, alors que Tariq Ramadan, ça fait 30 ans qu'il occupe le paysage, c'est devenu un incontournable, éclate cette affaire. Donc évidemment qu'il allait avoir des divisions, puisque là encore, et notamment pour les femmes racisées, pour les femmes musulmanes, se pose la question de savoir, est-ce qu'on soutient les femmes dans une affaire de violence sexuelle? Et est-ce que du coup, c'est ce qu'on disait dans l'article, on part du principe qu'il y a une inversion de la charge de la preuve dans le cas des viols. Mon principe à moi, en tant que femme, en tant que sociologue, en tant que militante, c'est de dire je crois les femmes. Le coût de la prise de parole pour une femme qui a subi des violences sexuelles est tel que par principe, je crois une femme. Le stigmate qui voudrait dire que les femmes mentent, qu'elles ont mal compris, qu'elles ont mal interprété, ça c'est la culture du viol complètement diffusée, et je pense que l'un des premiers actes révolutionnaires, c'est de dire, quand une femme dit qu'elle a été victime de viol, peu importe qui c'est, peu importe qui est son agresseur, je la crois. Donc les femmes racisées musulmanes, elles ont le choix au moment où éclate cette affaire de soit croire les femmes, soit de dire, c'est un peu gros là, cet homme qui a toujours été j'allais dire le mouton noir et de la société mainstream, des médias, des politiciens, qui d'un seul coup se voient disqualifiés avec les affaires de violence sexuelle. En plus on était en plein dans le hashtag MeToo, donc il a aussi complètement, l'affaire Tariq Ramadan a été couverte d'une telle manière qu'elle a quasiment éclipsé toutes les autres affaires, où là il y avait des politiques bien franco-français, athées ou pas athées, qui étaient directement impliqués dans des cas de viol. Donc il y a aussi cette idée de dire qu'il y a une couverture médiatique qui est complètement discriminante, différentielle, parce que Tariq Ramadan est musulman, parce qu'il est arabe et parce qu'il est un personnage politique controversé. Qu'est-ce qu'elles font à ce moment-là ? Et là, vous allez avoir un clivage qui est extrêmement prégnant encore aujourd'hui. Plein de féministes antiracistes vont dire « Moi, je privilégie quelque part l'antiracisme et je suis Tariq Ramadan, je lui donne un chèque en blanc, je pense que c'est une manipulation, je pense qu'on essaie de le disqualifier et I stand by him ». Et d'autres femmes qui vont dire « Non mais attendez, que ce soit Tariq Ramadan ou le pape, je m'en fiche.
Si c'est un violeur, quand bien même il a apporté beaucoup sur le plan politique, sur le plan spirituel, sur le plan de la représentation, on ne peut pas soutenir un violeur, peu importe la couleur qu'il a. Cette scission aujourd'hui, on est en plein dedans. Aujourd'hui, il y a plein de militantes qui ne se parlent plus les unes avec les autres parce qu'elles disent on n'a pas le même combat. Et c'est vrai, si le combat aujourd'hui, si on me dit l'antiracisme, c'est défendre un violeur, à partir du moment où en fait la seule marge de liberté que tu as, c'est de choisir la couleur du violeur ou du type qui va venir te violer, moi ça ne m'intéresse pas en fait. Si c'est ça la marge de liberté, je n'en veux pas de cette liberté, c'est pas de la liberté. Donc je pense qu'il y a une espèce de prise d'otage à la fois dans les milieux antiracistes et dans les milieux féministes, comme les milieux féministes qui vont dire mais pourquoi publiquement vous ne condamnez pas les œuvres de Tariq Ramadan et ce qu'il a fait? Bah je le ferai le jour où elles condamneront ce que fait Dominique Strauss-Kahn, Darmanin ou d'autres personnalités politiques. La solidarité négative dont on parlait tout à l'heure, elle bat son plein. Qu'est-ce que c'est la solidarité négative? C'est parce qu'on est musulman ou musulmane devoir se justifier de ce que font tous les autres musulmans et musulmanes, parce qu'on est racisé arabe, devoir se justifier de tout ce que font les autres arabes de par le monde et de tout temps. Et donc ça, il faut aussi savoir dire non à un moment donné. Et pourquoi je pense qu'il y aura encore plus un avant et un après? Parce que si vous êtes une femme de culture musulmane, croyante ou pas, que vous avez été violée par quelqu'un de votre minorité, que vous allumez votre télévision ou que vous allez sur les réseaux sociaux et que vous entendez dire et écrire par des gens que vous estimez, par des gens qui peuvent être vos imams, vos oncles, vos tantes, écrire que les femmes qui ont dit et qui ont pris une parole publique pour dénoncer les violences sexuelles qu'elles ont subies par Tariq Ramadan sont toutes des menteuses parce que par nature, les femmes sont des menteuses. Ça va vous passer l'envie pour les 20 prochaines années de prendre la parole. Et pour moi, ce qu'on a fait, c'est criminel. C'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas dit, à la fois dans les mosquées, à la fois dans les milieux militants, qu'ils soient coupables ou non, peu importe par essence, on croit les femmes et puis on verra après, ça a passé l'envie, ça a disqualifié, discrédité a priori toutes les femmes qui voudraient prendre la parole sur les violences qu'elles subissent dans leur communauté. C'est basiquement un chèque en blanc pour dire à tous les imams de France qui violent tranquillement, s'ils en ont envie, ou tous les intellectuels musulmans qui puissent violer tranquillement, que la communauté les soutiendra parce qu'il pourrait y avoir de potentielles récupérations islamophobes si l'affaire venait à se savoir. Je pense qu'on mérite mieux que d'être prise en otage par deux types de patriarcat en fait.